Alors, je tiens à remercier tout le monde pour votre présence. Et avant de commencer, je tiens vraiment à remercier Orthopartner et Charlie de m'avoir donné cette opportunité de partager ma petite expérience avec vous. C'est le docteur Jerfi, je suis orthodontiste exclusif à Alger. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous raconter ma petite expérience d'orthodontie et surtout, après l'arrivée de l'Orthopartner ou du Genius System de ma pratique quotidienne. Je dois parler, ok. Donc je vais essayer de crier un peu. Plus fort. Ça marche. Donc l'idée, c'est qu'avant de commencer ma conférence aujourd'hui, j'étais en train de me poser une petite question. Quelle est la meilleure façon avec laquelle je pourrais aborder mon sujet aujourd'hui? Et franchement, pour moi, la meilleure façon avec laquelle je pourrais commencer mon discours, ou plutôt dans notre pratique quotidienne, c'est une bonne question à se poser. Et pour moi, la meilleure question à se poser quotidiennement, c'est le pourquoi. Pourquoi on est là à faire ce qu'on fait quotidiennement? Pourquoi on est là, réunis, avec une audience aussi formidable? Et franchement, la question que j'ai trouvée pour me répondre et pour vous répondre à vous, c'est quotidiennement, quand je pars à mon cabinet, ou si je suis là aujourd'hui, c'est en recherche ou en quête de beauté. Ce que vous voyez là, c'est ma patiente avec le mot Al-Jamal. Al-Jamal, ça veut dire beauté en calligraphie arabe. Et cette beauté, c'est ce qu'on cherche quotidiennement, parce que la beauté pour moi, et surtout en orthodontie, c'est pas un luxe que certains peuvent se permettre. La beauté en orthodontie, c'est quelque chose que tout le monde en a besoin et on aura droit. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait traiter nos patients, pas seulement comme étant un terme de diagnostic, ce patient-là qui a une classe 2 ou l'autre patient qui a une classe 3, mais plutôt comme étant l'héros d'une petite expérience qu'on va vivre ensemble pendant l'estimation de temps. Et afin de maîtriser ça, il faudrait développer ce qu'on appelle, nous, une vision globale. Il faudrait analyser notre patient avec une vision qui dépasse le simple œil analytique chiffré avec une analyse céphalométrique. Il faudrait voir au-delà. La raison pour laquelle on a tous essayé cette petite expérience où on a fini le patient, on a tout fini, pour nous tout est parfait en termes de réalisation et de finition, mais le patient n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose de mal? Pas forcément. Est-ce que le patient a tort? Non plus. On a raison, il a raison. Le simple fait qu'on ne parle pas le même langage. Et ce petit maillon qui manque dans cette chaîne orthodontique ou thérapeutique en général, c'est quelque chose que... Il y a une petite vidéo que je vais vous montrer maintenant, qui a été décrite, qui a été réalisée par Dove. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté un artiste forensique de chez l'FBI qui était retraité, et ils lui ont demandé de dessiner, on va dire, une personne ou une patiente. Suivant sa description, et entre l'artiste et la patiente, il y avait un paravent. Donc l'artiste n'arrivait pas à voir la patiente. Après 5 à 10 minutes de description, l'artiste a fini par dessiner le portrait, on va dire, de notre patiente. Par la suite, ils ont passé à un autre volet. Ils ont ramené une personne tierce. Ils l'ont mis avec notre patiente pendant 5 minutes, mais sans aucun engagement émotionnel. Ça veut dire que personne n'a parlé. Par la suite, cette troisième ou tierce personne a décrit encore une fois notre patient à notre artiste. Et l'artiste s'est mis encore une fois à redessiner la patiente. À la fin, on va se retrouver pour plusieurs personnes avec différentes tranches d'âge et différentes races. On s'est retrouvé avec 2 portraits pour chaque patient. Et franchement, la chose qui était à notifier avec cette expérience, c'est que sur tous les portraits qui étaient dessinés par l'artiste, le portrait qui a été dessiné suivant la description du patient lui-même était un peu plus moche, on va dire. Et donc, le résumé de cette expérience, c'est que les patients sont beaucoup plus sévères envers eux-mêmes. Et donc, quand un patient vous dit que « j'aime pas », ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il voit et que vous ne voyez pas. Et à partir du moment où on se réfère à l'esthétique avec des analyses numériques, on n'arrivera sûrement pas à le comprendre. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que, actuellement, on rentre dans une ère ou une période d'esthétique un peu plus extravagante qui fait qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et donc, la première chose à développer quand on parle d'esthétique, c'est d'apprendre à parler le langage du patient.
Si par exemple je vous montre une photo similaire, il y a tout le monde ici qui vont dire que c'est un sourire qui est très beau et très esthétique. Par la suite, si je montre ça, à ce moment-là, on va voir pas mal de soucis. C'est la même personne, c'est le même sourire. La seule différence, c'est que sur la première photo, vous avez regardé comme étant une personne lambda. Sur la deuxième, par contre, vous avez regardé comme étant des orthodontistes. Ça veut dire que si je vous montre cette photo et je vous demande de l'analyser comme étant un orthodontiste, tout ce que vous allez dire, c'est que de la protrusion, des diastèmes, une bascule antérieure et du plan d'occlusion. Et si je dézoome, vous allez voir que c'est l'un des sourires les plus beaux de l'histoire d'Hollywood. Ça veut dire que c'est la même photo, mais c'est notre œil qui change à chaque fois. Et donc ce petit point, il faudrait le maîtriser afin de comprendre nos patients. Sur un résultat similaire, c'est un patient qui a été traité avec une résultante orthodontique numérique correcte. Est-ce que c'est esthétique ou pas? Pas tant que ça. C'est un sourire qui a été parfaitement bien corrigé, mais qui n'a pas boosté l'esthétique de notre patient. Je vais vous montrer ce squelette. C'est le squelette glorieux qui a été décrit par Charles Angle comme étant le parfait en termes d'occlusion. Mais je vous assure que ce parfait en termes d'occlusion, qui a une classe 1 même sur la dent de sagesse, a une bulle protrusion, a une bascule du plan d'occlusion, et un arc du sourire inversé. Ça veut dire, sur le schéma le plus parfait en termes d'occlusion, on se retrouve avec des défaillances esthétiques. Et ça veut dire que l'occlusion, c'est une chose, et l'esthétique en est une autre. Et donc, afin de joindre les deux bouts, il faudrait comprendre que les patients en général, et vous l'avez tous remarqué, moi en général dans ma pratique quotidienne, je ne reçois jamais aucun patient qui me dit « j'ai une classe de canine qui me dérange ». J'ai ma petite courbe de spi qui m'embête un petit peu. En général, les patients, quand ils se présentent chez moi, ils me disent une seule chose. C'est pas beau, je veux que ça devienne beau. Et par la suite, la beauté et l'esthétique, c'est pour votre patient. Et l'occlusion et le fait de parfaire sa santé dentaire, ça, c'est votre conscience. Donc, joindre les deux, ça serait le parfait en termes de traitement. Les patients, en général, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent un résultat qui joint les deux. Et donc, quand on parle de ces photos d'artistes ou même ceux de nos patients, les trois éléments qu'il faudrait plutôt additionner à notre traitement classique, c'est d'assurer une exposition parfaite, un sourire qui est large, mais bien évidemment large avec certains paramètres, et de dessiner cet arc du sourire que Jérémy a évoqué tout à l'heure quand il a parlé de décollage relativement haut. Une fois qu'on rentre dans cette era, on va voir que sur 8 photos de patients, ils ont quasiment un sourire qui est identique. Donc les 8, ils ont un sourire qui est identique. Et si je vous montre les avants de mes patients, vous allez trouver que c'est tout le programme d'orthodontie. Entre les chevauchements, les classes 2, les classes 3, les déviations. Donc, indépendamment de la photo finale, qui est exactement la même pour tout le monde, la photo initiale est, comme je vous ai expliqué, tout le palmarès d'orthodontie. Et donc, à ce moment-là, on comprend une chose, que si on veut se lancer dans cette voie de parfaire l'esthétique et de bien corriger nos anomalies, il faudrait comprendre une chose, que la beauté, ce n'est pas juste un système binaire, ce n'est pas quelque chose qu'on arrivera à quantifier lors de nos analyses numériques. Ça, c'est parfait. L'occlusion, ça s'évalue comme ça. On doit forcément l'analyser. Par contre, ce n'est pas avec ça qu'on arrivera à booster l'esthétique de nos patients. Et je vais vous montrer ça et ça. Je ne vais pas m'étaler sur ça pour ne pas dire m'étaler beaucoup sur le temps, parce que je sais qu'il y en a Léa, Léo. Je sais, elle est là. Donc, je vais respecter ça. Et donc, le jeu est très simple. Ici, c'est notre zone de confort sur laquelle on a été bâti orthodontiquement. Faire ce qu'on fait habituellement et faire ce qu'on fait depuis nos études de fac. Et ça, c'est là où la beauté ou la magie, on va dire, arrive ou se crée. Donc la décision est simple. Ça sera à nous de prendre notre décision. Est-ce qu'on choisit la première ou on choisit la deuxième? Pour moi, si on réfléchit comme un orthodontiste qui se limite à faire un mouvement orthodontique, on va choisir la première. Et si on va réfléchir comme un cosmétodontologiste, on va choisir la deuxième. Mais vu qu'on est orthodontiste, et en général l'orthodontiste il a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est qu'on arrivera à joindre les deux. Donc le plus intelligent d'entre nous, c'est celui qui prendra les deux, en gros. Et donc, il faudrait apprendre à réfléchir au-delà de nos limites usuelles et maîtriser deux choses. Maîtriser le langage du patient afin de comprendre ses besoins et maîtriser les éléments cosmétiques que tous les dentistes cosmétologiques
comprennent et les intégrer dans notre orthodontie afin de parler un langage universel. Un langage universel qui a été longtemps décrit par Florine Coffard comme étant le pouvoir du rajout. Donc, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils vont apporter de la matière dentaire, plutôt de la céramique, du composite, de la zircone, peu importe, afin de créer un sourire parfait. Nous, on arrivera à suivre ce grand monsieur et de faire les mêmes manœuvres, mais plutôt avec des mouvements. Donc, David Sarver, c'était lui, le créateur de ce petit clin d'œil sur le pouvoir du mouvement afin de créer un sourire qui est esthétique. Et donc, on a dit que notre analyse clinique habituelle, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. Mais l'analyse esthétique, vu que ce n'est pas quelque chose qu'on arrivera à quantifier, c'est quelque chose de subjectif, qui se discutera avec nos patients. Cet article, c'est quelque chose de super intéressant, je pourrais vous communiquer par la suite, et qui parle de ce volet esthétique dentaire et de comment le gérer tout au long de notre traitement. Et qui se partage en 3 volets, qui est la macro, la mini et la micro-esthétique. C'est là où ça parle de chaque volet de l'esthétique faciale, à partir d'un changement de profil, d'une projection génienne, jusqu'à l'analyse de la largeur des sillons, jusqu'au petit détail d'un embrasure ou un connecteur dentaire. C'est afin de finaliser le traitement avec un résultat qui dépasse les attentes de nos patients et qui arrivera à vous faire démarquer. Si par exemple on voit un cas similaire, même si l'état initial n'était pas si catastrophique que ça, on voit que l'état final est quelque chose de très très esthétique. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas limité à faire bouger les dents. On a commencé à penser au-delà du simple mouvement orthodontique. Et quand on commence à réfléchir comme ça, même des petits détails qu'on va gérer sur un plan facial, ils vont apporter beaucoup d'avantages esthétiques. Sur une photo similaire, une patiente, certes, elle n'a pas grand-chose au début, mais quand on commence à s'intéresser à la macro, mini et même micro-esthétique, on arrivera à finir de la sorte. Et même si on commence à faire des analyses de DSD, vous arriverez à retrouver exactement ce dont vous avez besoin. Quand on commence à réfléchir au-delà de nos analyses habituelles, traiter une classe 3 ne se résumera pas à juste corriger un articulé croisé ou booster une mâchoire. Corriger une classe 3, ce sera une analyse globale en termes d'exposition dentaire, de combien ce patient doit exposer ses dents. Parce que la médecine, nous en général, il y avait mon prof qui me disait que quand on est orthodontiste, on nous apprend à traiter sur les 3 sens. Mais quand on est orthodontiste qui maîtrise l'esthétique, il y aura une quatrième dimension qui va commencer à s'installer, qui est l'âge. Il faudrait inclure ce paramètre anti-aging lors de nos analyses. Quand on voit une photo similaire, ce qu'on voit ici, c'est que c'est une transformation faciale globale. Et ben, dites-vous que ça, c'est pas de la chirurgie. C'est juste de l'orthodontie. C'est juste de l'orthodontie parce que quand on commence à s'intéresser à l'exposition, à la dimension verticale et à comment modifier ça pour aboutir à une modification faciale totale, même sans chirurgie, c'est faisable. Et c'est applicable et c'est surtout reproductible à partir du moment où on commencera à s'intéresser à ça. Malheureusement, sur 30 minutes, on n'arrivera pas à parler de tous ces détails, mais j'estime que sur un futur proche, on arrivera à parler de ça. Si maintenant j'y vais un peu plus sur les détails, si je vous montre ça, une patiente qui se présente avec une classe 2, rétrognatique, et une exposition de gencive qui est assez sévère, et si à ce moment-là, on commencera à parler d'une to-do list, de quoi on a besoin pour améliorer cette patiente, habituellement, c'est clair, un patient qui se présente comme ça, c'est de la chirurgie dont il a besoin. Il faut savoir que moi, je viens d'Algérie. Chez nous, la chirurgie, ce n'est pas quelque chose de très, très répandu. Et donc, c'est ce qui nous a poussé à aller vers des traitements un peu plus boostés pour gérer ces situations. Mais en général, quand on voit avec une analyse limitée, un cas de classe 2, on peut se limiter à une correction dentaire et on oublie le profil. Alors que, quand on voit que si on commence à s'impliquer plus dans notre cas et on commence à analyser le cas au-delà de la simple analyse céphalométrique et on commence à parler de quel est l'impact de tout ce qu'on pourra apporter sur le profil, sur la dimension verticale, sur la gencive, à ce moment-là,
on commencera après la phase, par exemple, de décompensation et d'alignement, on commencera à gérer notre sourire gingival, qui par la même occasion, ça nous aidera et d'impacter notre sourire gingival, mais aussi à réduire notre dimension verticale. Et par la suite, on arrivera à créer une adaptation et c'est sciant. Par la suite, on commencera à adapter notre mâchoire inférieure et on se retrouvera avec une résultante similaire. Par la suite, la chose qui est simple, c'est qu'il y aura tout le monde qui vont dire qu'une situation similaire, tu n'arriveras pas à la corriger. Si tu arriveras à la corriger, ce sera une situation qui n'est pas stable. Après 12 mois du traitement, on se retrouve toujours comme ça. Et par la suite, même si on ferait on va dire une comparaison du changement de profil, de la gencive et de l'aspect musculaire global, on a cette transformation que, par exemple, si je vous montre ça et je vous demande est-ce que ça a été fait par chirurgie, en général, on va dire que c'est le cas. Quand la patiente le refuse pour telle ou telle raison, habituellement, on se disait qu'il n'y a pas possibilité de le faire. Maintenant, chose qui est claire, c'est que quand on agit par mini-vis en réalisant des impactions similaires, il y a un risque que tout le monde le connaît. Il y a des résorptions radiculaires avec un pourcentage qui est relativement élevé, mais parfois, quand on se retrouve à la place du patient, qui ne peut pas se permettre une chirurgie, qui ne refuse de la faire pour telle ou telle raison, et qu'on arrivera à apporter, je trouve que le risque est à prendre. Maintenant, quand on réfléchit comme ça, tout est prédictible. Et la meilleure chose à faire, c'est de commencer avec la fin de notre traitement déjà en tête depuis le début. Je saute à une partie que j'ai toujours pratiqué de l'orthodontie d'une certaine manière et j'ai toujours utilisé des multiples brands en termes de braquettes. Et j'ai toujours, il y a tout le monde qui me connaît par une chose, moi j'ai jamais été quelqu'un qui est pro-système. Ça veut dire que j'ai jamais dit que tel système est le meilleur pour créer un sourire type. Je me retrouve à Dubaï en janvier 2023 et maintenant vous comprendrez que moi, je crois que je suis le plus récent client d'OrthoPartner. Donc en 2023, je suis en train de chercher des braquettes en céramique parce qu'on était en pénurie et je me retrouve face au stand d'OrthoPartner. Il me dit qu'on a un braquet de qualité, machin, on parle un peu, on discute. Parfait. Par la suite, il m'invite à Dubrovnik et on se retrouve ici. Par la suite, je me dis que même ici, en Croatie, et je me disais toujours que ça reste un braquet comme les autres, qui est parfait, ok, mais sans plus. Donc, à ce moment-là, j'achète quelques cas et je retourne à ma clinique. Et par la suite, j'ai cette phobie. À chaque fois que je me lance sur un nouveau cas, il y a mon assistante qui me demande « Docteur Gerfi, est-ce qu'on le place ?» Je lui dis « Écoute, ça c'est un cas compliqué, le braquet je ne le connais pas, laisse. » Franchement, à chaque fois je me disais ça. Est-ce qu'on est tenté de le faire? Oui, mais franchement, Charlie m'a dit qu'il est parfait, Yamel m'a dit qu'il est parfait, mais franchement, je ne le connais pas, donc idéalement non. Et par la suite, je décide de me lancer. Je prends un cas similaire, une tendance à la classe 3, beaucoup de rotation. Quand on est orthodontiste qui pratique depuis longtemps, on sait que des problèmes de rotation sévère avec des problèmes d'axe sévère, c'est la galère. Après, il y avait Bilal Kolelat qui me disait que le pouvoir de contrôle rotatoire de ce braquet est juste magnifique et tout. Donc, je commence à analyser ma situation, j'ai beaucoup de rotation, j'ai une faiblesse parodontale à cause de cet articulé croisé, j'ai une situation qui m'embête un petit peu, mais je me dis, allez, je vais le faire quand même, je vais utiliser le braquet. 5 mois après. À ce moment-là, je me dis, apparemment, ça contrôle pour de vrai. Et je vous dis que à 5-6 mois, je me retrouve comme ça après 11 mois du traitement. À partir de là, au bout du 6e, 7e mois, il y avait mon assistante qui me disait « Docteur Gerfi, il y a un cas, on utilise l'orthopartner. » Je lui dis « Non, écoute, ça c'est un cas simple. Idéalement, on laisse l'orthopartner pour les cas qui sont compliqués. D'autant plus qu'on n'a pas de fournisseur en Algérie, je préfère de loin patienter jusqu'à... » Et donc par la suite, je commence à utiliser ce produit de plus en plus. Par la suite, je commence à me lancer et je me retrouve avec une patiente similaire qui vient, qui me dit qu'elle veut un résultat qui est très rapide et tout. Donc tout ça, c'est les cas qu'on déteste le plus. Un cas de classe 3 avec beaucoup de compensation et tout. Donc, je me lance, je commence à traiter, je commence à faire bouger mes dents. Bien évidemment, tout à l'heure, Ariel a dit quelque chose de super intéressant. Le Genius, ce n'est pas le bracket. C'est le bracket et la planification que vous allez réaliser avec tout le palmarès
d'orthodontie que vous avez eu durant votre cursus et aussi votre courbe d'apprentissage. Traiter le genius comme étant un simple bracket, on n'a rien compris. Et par la suite, je commence à traiter et je commence à faire ma petite expérience. Et par la suite, je me retrouve avec une situation de classe 3 après quelques mois avec ce contrôle de torque. Et donc, je me retrouve comme ça, après, regardez ici, 7 mois du traitement. Ça veut dire que j'ai toujours pratiqué l'orthodontie avec une certaine philosophie. J'ai toujours été démoniste, PITS, protocole. J'ai toujours travaillé avec ce process ou ce protocole. Mais j'ai toujours utilisé tous les systèmes de braquettes qui existent. Parce que pour moi, j'étais confiant que l'orthodontie, c'est moi et ce n'est pas le produit. Mais par la suite, quand tu as un produit qu'il te fait passer de là à là, parce qu'il t'économise le temps, le contrôle et tout, franchement, là, on pourra se permettre. Maintenant, je reçois un transfert d'un patient qui consulte chez le maxillo pour une situation de classe 3 avec fente labiopalatine. Le patient est parti en Tunisie pour se faire traiter chirurgicalement. Il s'avère que le patient a un petit problème de santé cardiaque qui fait qu'il n'arrivera pas à subir de la chirurgie. Le patient vient en pleurs, lui et sa sœur, en me disant que finalement, on n'arrivera pas à faire la chirurgie pour telle ou telle raison. Il me dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Il me reste quelques cas. Donc je me dis, franchement, moi, je vais commencer à utiliser ça. Et là, je commence. J'ai la totale. J'ai une lingoversion face à une situation de classe 3. Donc, je commence à placer mon système de braquette Genius. J'inverse mon torque inférieur et j'inverse mon torque supérieur. Je me retrouve avec du positif inférieur et du négatif supérieur. Et je ne mets aucun bypass dedans. C'est-à-dire, j'engage absolument tout. Parce que j'ai déjà travaillé avec ce système et je vois qu'il a un pouvoir de early expression. Ça veut dire que j'ai une expression de torque qui est très très rapide quand je travaille. Et ça veut dire que je me lance dans mon traitement, je fais mes analyses de ce que j'ai à accomplir et après 5 mois, j'ai ça. Je commence mes finitions occlusales et micro-esthétiques. Et je me retrouve exactement comme ça après 7 mois. Maintenant, regardez juste une chose. En général, face aux situations de fente labiopalatine, la chose qui nous embête, c'est la latérale qui se positionne au niveau du trait de la fente. Il s'avère que chez mon patient, c'est tout autre chose. C'est qu'il a le trait de la fente et la perte osseuse entre la centrale et la latérale. Donc moi, ce que je commence à faire, je commence à aller. Il n'y a rien de logique dans ces braquettes, il n'y a rien de logique dans ce que je fais, donc automatiquement, il faudrait continuer et aller et faire le fou. Donc ce que je fais, je me dis, j'ai une canine, plutôt une centrale qui est distoversée, très bien. Si je la redresse, je vais engager ma racine sur la situation de fente, et donc j'aurai une perte osseuse davantage. Mais ce que je vais commencer à faire, je décide de laisser mon axe à cette position et faire de la coronoplastie soustractive pour me retrouver exactement avec cette position après 8 mois. Et sur un plan radiologique, on a ça. Maintenant, si on parle de maîtriser le produit que vous utilisez, peu importe le produit que vous allez utiliser, et maîtriser les séquences thérapeutiques, j'ai commencé, je vais montrer, je montre 2 cas. Là, je vous montre 2 cas. Un cas, il y a on va dire, un protocole que j'utilisais depuis longtemps, et je l'ai toujours utilisé avec tous les systèmes de braquettes. Je vais vous montrer la même situation avec et sans le bracket de Charlie. Et donc, je commence à montrer un cas similaire. Il y a tout le monde qui me dit qu'il faut faire des extractions. Maintenant, quand je vous montre un profil similaire, on est clair que si on fait des extractions, on va l'abîmer et ce n'est pas réellement ce qu'on veut. La patiente, c'est une dentiste et c'est une très bonne amie à moi qui a déjà subi un traitement orthodontique. Et elle se retrouve avec une résultante similaire. Donc, la patiente a une très très belle largeur, donc avec une protrusion qui est monstre. Et le problème le plus important ici, c'est
une corticale externe qui est très fine. Et ça veut dire que le protocole clair, que si je fais un redressement classique, je me retrouverai systématiquement avec une fenestration. Donc moi, ce que je vais commencer à faire, je commence à appliquer mes protocoles habituels. J'utilise des braquettes hautement placées pour développer un moment très, très rapidement. Et j'utilise du torque positif en haut et en bas afin de développer du torque radiculo-lingual. Et bien évidemment, vu que j'ai une belle largeur, donc automatiquement, je n'ai pas beaucoup de gains en termes d'espace à partir de mon élargissement, donc je décide d'utiliser des minimus. Et je commence à appliquer ce protocole. Donc, je commence à faire mes rétractions et mes finitions en même temps. Je commence à stripper et réaliser mes finitions jusqu'à ce que je me retrouve avec une situation similaire. Après exactement 22 mois, je me retrouve comme ça. Donc, j'ai fait mon redressement. Maintenant, ce process qui dit que j'utilise des braquettes placées à cette position avec du torque positif supérieur et inférieur, et donc le torque va prendre du temps pour s'exprimer. À partir du moment où j'ai une expression du torque positif avec un meilleur redressement dentaire, regardez ici. Donc, j'ai pu redresser mes dents, mais l'avantage aussi, c'est que sur le plan cortical externe, au contraire. Donc là, ça a été boosté. Et donc, il n'y a pas du tout de fenestration ou de perte. Donc, la patiente, j'arriverai à cette position au bout de 22 mois. J'enlève mes bagues. Je fais une reprise des composites antérieures qui étaient relativement abîmées et je me retrouve avec une situation similaire. Et donc, quand on voit la modification de redressement tout au long des 2 ans, j'ai un redressement qui est parfait, sans pour autant abîmer le processus. Et donc, ici, c'est des traitements où tu as une mauvaise, on va dire, la chose à maîtriser dans des situations similaires, c'est que tu dois coordonner entre le torque positif que tu es censé développer, ou même rajouter tout au long du traitement, et le redressement que tu es censé accomplir avec ton système, avec vis, afin de combiner entre un meilleur redressement, afin d'assurer un positionnement parfait, et aussi éviter tout ce qui s'ensuit comme fenestration. Maintenant, après avoir switché en Genus et tout, je reçois un cas similaire, qui est exactement le même profil. Donc, une largeur qui est parfaite, de la protrusion, mais la catastrophe ici, c'est quoi? C'est que malheureusement, on a un profil parodontal qui est très abîmé. Donc, la patiente a déjà subi un traitement orthodontique avec une parodontite sévère, et elle se retrouve aussi avec beaucoup de déchaussement dentaire. Donc, la patiente, elle me dit clairement que j'ai déjà fait un traitement orthodontique, je n'ai pas vu de résultat malheureusement, donc je ne veux pas du tout le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une solution cosmétique qui pourra éventuellement améliorer mon esthétique? Donc je commence à essayer de lui expliquer que même si on décide de faire de la cosméto, si on décide de faire des facettes, ça restera sortante. Faire carrément des couronnes, franchement, ça serait de la folie. Je commence à lui dire, écoutez, même s'il y a un profil parodontal qui est relativement abîmé, il y a des déchaussements et tout, laisse-moi travailler avec un système qui délivre des forces légères, parce qu'elle est pharmacienne, donc elle s'y connaît. Donc elle me dit, franchement, j'ai peur d'aggraver ma situation parodontale. Ok, je commence à travailler avec des fils ultra soft, un PSL de qualité, et comme je vous ai expliqué, vu que j'ai une très belle largeur, donc, et surtout avec les déchaussements que j'ai, donc je vais me contenter de redresser mes dents avec un système sous minute. J'enclenche mon traitement, et après 6 mois, je me retrouve exactement dans cette position. Donc, j'ai un redressement qui est très avantageux pour ma patiente. Et là, l'avantage que j'ai, c'est que sur le plan expression, c'est pas du tout négatif. Donc, c'est très positif pour moi. Donc, si après 6 mois, j'ai cette évolution, à ce moment-là, ce que je vais commencer à faire, je commence à faire davantage de finition et de micro-esthétique pour ma patiente afin de délivrer une résultante qui est parfaite. Après 11 mois du traitement, regardez ici. Donc après 11 mois, donc il y a tout le monde qui me dit que la patiente a fait quelque chose, mis à part l'orthodontie, donc ça c'est ma patiente, c'est une amie à moi.
Donc elle n'a rien subi. Et sur le plan dentaire, on a ça. Donc, quand on parle... C'est exactement ça. Quand on parle que cette patiente est venue pour des facettes ou des couronnes afin de corriger cette problématique esthétique, à la fin, on se retrouve exactement comme ça. Et sur le plan radiologique, on a ça. Et sur le plan dentaire, même quand on parle de l'amplitude du déchaussement qu'on avait déjà au début du traitement, on ne va pas dire que ça ne s'est pas aggravé, mais quand même, pour 1 à 2 mm supplémentaires, ça on va y aller. Donc, à la fin, comme je vous ai expliqué, moi je suis trop dans la microesthétique dentaire, donc réalisation de stripping, recréation des lignes de transition, d'embrasure et toute la partie cosmétologique dans la passion, parce que pour moi, je trouve que c'est illogique de faire tout ça pour notre patient, pour qu'à la fin, laisser des petites imperfections sur la situation dentaire. Donc, je prends le temps d'améliorer la microesthétique dentaire de ma patiente. Et donc, à la fin, on se retrouve avec une résultante similaire. Donc, à la fin de ma présentation, je tiens juste à résumer ma petite expérience avec ce produit, avec une petite histoire qu'un très bon ami à moi m'a raconté. C'est qu'il y avait un monsieur en plein hiver, en plein froid, comme celui qu'on vit actuellement, il s'est dit, allez, j'aimerais bien prendre le large dans un lac. J'aimerais bien nager en plein lac, en plein hiver. Donc le patient, plutôt le grand monsieur, se rapproche du lac, il descend de sa voiture, il était bien au chaud dans sa voiture, donc il va commencer à se déshabiller afin de piquer une tête. Donc il commence à enlever ses vêtements, et c'est là où le froid le prend. Donc la souffrance commence déjà avant de toucher l'eau. Par la suite, il va commencer à plonger le premier pied à l'eau, et la souffrance augmente et augmente. Par la suite, à chaque fois qu'il rajoute un pied, une jambe, un torse dans l'eau, la souffrance augmente et augmente et augmente. Et après 5 minutes, 10, 15 minutes, il se retrouve entièrement dans l'eau. Et à ce moment-là, l'eau glaciale qui faisait sa peur bleue devient sa zone de réconfort. Et sa peur bleue à ce moment-là, ça devient de ressortir de l'eau. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ça veut dire qu'il y avait un produit que je ne connaissais pas vraiment, que je ne faisais pas confiance vraiment, parce que j'ai toujours travaillé avec un protocole bien codifié et que j'ai toujours travaillé avec 2-3 marques qui m'ont toujours porté satisfaction. Le jour où j'ai reçu un nouveau produit, j'étais tellement réticent que j'avais peur de me lancer et d'utiliser et de voir ce que ça donne. Et franchement, une fois que ça a donné et que j'ai vu ce que ça donne, j'ai switché toute ma pratique avec ce produit. Et c'est clair qu'au début, pour moi, je présume que ça a été le cas pour vous, quand tu vas commencer à travailler avec un système nouveau pour la première fois, c'est pas évident. Mais une fois que vous allez le faire et vous allez envisager et expérimenter ça, c'est quelque chose que vous n'arriverez pas à éviter ou à changer. Donc, merci infiniment. Ça, c'est mon équipe et c'est grâce à eux.